Je suis rentré à la maison tôt, ce jeudi-là. D'habitude, je restais au bureau jusqu'à 20 heures, et parfois même jusqu'à 21 heures. Mais ce jour-là, mes réunions ont été annulées à la dernière minute, et j'ai décidé de faire une surprise à Marine. Je me disais que nous pourrions commander à dîner, regarder un film, et passer la soirée en amoureux, exactement comme avant, à l'époque où nous venions de nous marier. Ces derniers mois, une distance étrange s'était installée entre nous, une certaine froideur, que je mettais sur le compte de la fatigue, et de la routine de nos 7 ans de mariage. L'appartement était censé être vide. Marine m'avait dit, le matin même, qu'elle irait voir sa mère, car celle-ci ne se sentait pas bien, et avait besoin d'aide. Je n'ai pas douté un seul instant, je lui ai donné de l'argent pour le taxi, et je lui ai dit de passer le bonjour à ma belle-mère. Quel idiot j'ai été! En montant dans l'ascenseur, je réfléchissais au vin que j'allais acheter en chemin, et aux fleurs qu'elle préférait. La clé a tourné dans la serrure sans faire de bruit. Je suis entré dans l'entrée, et j'ai tout de suite entendu des voix. Des rires d'hommes provenaient de notre chambre. Il n'y avait pas qu'une seule voix, mais bien deux différentes, et au milieu d'elles, j'ai reconnu la voix si familière de Marine, une voix joueuse et coquette, comme elle ne l'avait plus été avec moi depuis très longtemps. Mon cœur a commencé à battre si fort que j'étais certain qu'ils allaient l'entendre. Je suis resté figé, incapable de faire un pas de plus. Chaque battement de mon pouls résonnait dans mes tempes. Ma main s'est tendue d'elle-même vers la porte de la chambre. Elle était entr'ouverte de quelques centimètres seulement, mais cela a suffi. Ce que j'ai vu par cette fente a brisé ma vie, en créant un « avant » et un « après ». Marine, ma propre femme, la personne avec qui j'avais passé 7 ans, à qui j'avais juré fidélité, et pour qui je travaillais jusqu'à l'épuisement afin de lui offrir une vie confortable, elle était là. Elle se trouvait sur notre lit, avec 2 hommes que je n'avais jamais vus de ma vie. Le premier était grand, grisonnant, vêtu d'une chemise hors de prix, qui était déboutonnée presque jusqu'à la taille. Le second était plus jeune, avec une carrure sportive, habillé d'un jean et d'un t-shirt blanc. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. Je me suis accroché à l'encadrement de la porte pour ne pas tomber. J'avais une boule dans la gorge, et respirer devenait difficile. Ma première impulsion a été de foncer dans la pièce, de hurler, de frapper, et de tout détruire sur mon passage. L'adrénaline a explosé dans mes veines. Mes mains se sont serrées en poing, mais quelque chose m'a retenu. Une voix froide et lucide, venue du plus profond de mon esprit, m'a murmuré que ce n'était pas le moment, et que ce n'était pas la bonne méthode. J'ai lentement sorti mon téléphone de ma poche. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à déverrouiller l'écran. J'ai activé l'appareil photo, j'ai pointé l'objectif vers la fente de la porte, et j'ai filmé 30 secondes de vidéo. Cela allait amplement suffire. Leur visage, leur voix, notre chambre, notre lit, tout était enregistré. Marine riait, la tête rejetée en arrière, et ses cheveux s'étalaient sur l'oreiller que j'avais acheté la semaine précédente. J'ai coupé le son de mon téléphone, et j'ai reculé vers la sortie. Chaque pas me demandait un effort surhumain, et mes jambes étaient en coton. Dans l'entrée, je me suis adossé un instant contre le mur, j'ai fermé les yeux, et j'ai pris une grande inspiration, en me disant qu'il fallait tenir le coup, et ne pas m'effondrer maintenant. Ensuite, de la même manière silencieuse dont j'étais entré, j'ai quitté l'appartement. La porte s'est refermée avec un déclic à peine audible. Une fois dans la rue, je ne me suis pas souvenu comment j'ai atteint ma voiture, mais je me suis assis au volant, et je suis resté là, le regard perdu dans le vide, pendant 20 minutes, ou peut-être une demi-heure. Les gens passaient à côté de moi. Le monde continuait de tourner, tandis que j'étais enfermé dans ce cocon de silence assourdissant, en comprenant que l'homme que j'étais une heure plus tôt n'existait plus. Je n'avais pas de larmes, et cela m'a surpris. Je m'attendais à ressentir de la douleur, du désespoir, ou l'envie de hurler de chagrin, mais à la place, autre chose grandissait en moi. C'était un sentiment froid, clair, et impitoyable. C'était de la rage, non pas une rage brûlante et chaotique, mais une colère glaciale et calculatrice. J'ai démarré la voiture, et je me suis rendu dans le premier hôtel que j'ai trouvé. Dans la chambre, je me suis allongé sur le lit, et j'ai fixé le plafond. Dans ma tête, les pensées s'organisaient avec une clarté cristalline. Marine avait toujours été prudente avec l'argent. Elle était même trop prudente, s'intéressant de très près à nos finances, à nos comptes, et à mes revenus. Ces 6 derniers mois, elle avait fait plusieurs fois allusion au divorce, mais toujours de manière subtile,
juste pour tester ma réaction. À présent, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. Elle ne prévoyait pas seulement de me tromper, elle prévoyait de me quitter, et elle comptait rafler le maximum. Elle visait un divorce avec partage des biens, une pension alimentaire, et des compensations financières. Elle se préparait à me dépouiller, pour ensuite partir avec mon argent, dans les bras d'un autre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à passer des appels. J'ai contacté de vieux amis, des collègues, des personnes que j'avais aidées par le passé, un expert comptable judiciaire, un spécialiste en analyse financière, un détective privé qui avait travaillé avec notre entreprise, et un avocat spécialiste du divorce, qui me devait une très grande faveur. Au petit matin, j'avais un plan solide. Ce plan allait prendre 3 mois de dissimulation parfaite. J'allais sourire, j'allais jouer le rôle du mari aimant, et je serais si convaincant qu'elle ne se douterait pas une seule seconde que je savais tout. Et ensuite, je détruirais tout ce monde qu'elle était en train de bâtir, sur les ruines de notre mariage. Je le ferai lentement, méthodiquement, et de façon irréversible. La vengeance est un plat qui se mange froid, et je m'apprêtais à préparer un véritable festin. Pendant les 12 semaines qui ont suivi, j'ai mené une double vie, et c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Chaque matin, je me réveillais à côté de la femme qui m'avait trahi, et je l'embrassais sur la joue. Chaque soir, je rentrais à la maison avec des fleurs, ou avec ses pâtisseries préférées. Je lui faisais des compliments, je m'intéressais à sa journée, je la prenais dans mes bras la nuit, et pendant tout ce temps, un feu glacial brûlait en moi, sans jamais s'éteindre une seule minute. Marine s'est épanouie. Elle a cru que son plan fonctionnait à merveille, que je ne me doutais de rien, et qu'elle maîtrisait totalement la situation. Elle est devenue plus douce, plus affectueuse, et même plus séduisante. Nous faisions l'amour, et je la regardais dans les yeux, en imaginant le moment où tout s'effondrerait, le moment où le masque tomberait, et où elle découvrirait que je savais, que j'avais toujours su. Ces pensées m'aidaient à jouer mon rôle de manière convaincante. Pendant ce temps, mon équipe travaillait dans l'ombre. Le détective privé s'est avéré être un véritable professionnel. Le premier rapport est arrivé au bout d'une semaine, et il a dépassé toutes mes attentes. Marine voyait ces hommes régulièrement, chaque mardi et jeudi, lorsque j'étais au bureau, parfois les deux ensemble, parfois séparément. Ils avaient leurs propres jours et leurs propres horaires, comme dans une sorte de calendrier malsain. Mais ce n'était que le début. Le détective a creusé davantage, et a découvert quelque chose de bien plus intéressant. Marine transférait de l'argent. Elle prenait mon argent, par petites sommes, avec beaucoup de précautions, pour que je ne remarque rien. 5 000 € par-ci, 10 000 € par-là. Elle faisait passer cela pour des achats, des cadeaux pour ses parents, des affaires de femmes, ou des factures que je ne vérifiais jamais. Et pourquoi l'aurais-je fait? J'avais une confiance aveugle en elle. L'expert comptable judiciaire, Monsieur Mercier, un homme aux cheveux gris et d'une minutie extrême, capable de trouver une aiguille dans une botte de foin, a réalisé une analyse complète de nos finances sur les 3 dernières années. Les résultats sont tombés un mois plus tard. 83 000 €. C'était la somme exacte que Marine avait volée en 2 ans. Elle transférait l'argent sur un compte secret, ouvert sous son nom de jeune fille, dont j'ignorais totalement l'existence. 83 000 €, fruit de mon travail, de mes journées de 12 heures, et de mes week-ends sacrifiés au bureau, c'était l'argent que je gagnais, en pensant construire notre avenir, alors qu'elle construisait le sien, loin de moi. Chaque nouveau rapport du détective révélait un tableau de plus en plus sordide. L'un des hommes, Victor, était un riche homme d'affaires divorcé, propriétaire d'une chaîne de restaurants. Il avait 52 ans, il était fortuné, et il cherchait une nouvelle épouse. Marine le courtisait depuis des mois, en jouant le rôle de la femme malheureuse, enfermée dans un mariage sans amour, et d'une épouse qui n'était pas appréciée à sa juste valeur. Le deuxième homme, Denis, était son ami et son partenaire en affaires. Apparemment, il n'était qu'un simple bonus ajouté à son plan principal. Marine assurait ses arrières. Le plan a consisté à divorcer de moi, et à récupérer la moitié de mes biens ainsi qu'une pension alimentaire devant le tribunal. Le plan B était d'épouser Victor, pour mener une vie de luxe. Le plan C lui garantissait que, si quelque chose tournait mal, elle pourrait toujours se rabattre sur Denis, ou trouver quelqu'un d'autre. Elle n'était pas seulement infidèle, elle était une manipulatrice calculatrice, et je n'étais pour elle qu'une simple vache à lait. Le détective a trouvé autre chose, un appartement,
un studio situé dans un quartier récent, loué sous un faux nom, celui de Marine Lefebvre. Elle n'utilisait pas mon nom de famille, mais son nom de jeune fille. Elle payait le loyer depuis 4 mois, et préparait son petit nid douillet pour sa nouvelle vie. Il y avait déjà des meubles, ses photos étaient accrochées au mur, et ses vêtements étaient rangés. Elle était prête à fuir à tout moment. J'ai demandé au détective d'installer une caméra cachée dans cet appartement. C'était illégal, mais je m'en moquais éperdument. Les enregistrements ont montré que Marine y amenait Victor, qu'elle jouait avec lui au petit couple heureux, et qu'ils discutaient de leur mariage, ainsi que de leur lune de miel aux Maldives. Elle lui racontait que j'étais un tyran et un raté, qu'elle était malheureuse depuis 7 ans, et qu'elle rêvait de liberté. Chaque enregistrement, chaque document, et chaque photo trouvaient leur place dans mon dossier. Mon avocat, Maître Laurent, un vieux loup cynique avec 30 ans d'expérience, a souri d'un air amusé en consultant les pièces du dossier. Il m'a affirmé que ce n'était plus une affaire de divorce, mais une affaire pénale pour escroquerie et détournement de fonds, ajoutant qu'elle finirait en prison si je le décidais. Mais je ne voulais pas qu'elle aille en prison tout de suite. Je voulais d'abord qu'elle perde tout, absolument tout, son argent, sa réputation, son avenir, et ses espoirs. Je voulais qu'elle se réveille dans l'enfer qu'elle avait elle-même créé, pendant qu'à la maison, je continuais à jouer la comédie. Ce soir-là, j'ai proposé à Marine de partir en vacances, en lui disant de donner un nouveau souffle à notre relation, et de partir quelque part, rien que tous les deux. Elle a souri avec tant de chaleur, et avec un air si sincère, que j'ai eu envie d'éclater de rire, en me répondant que c'était une excellente idée, mon amour. Dans ses yeux, je pouvais lire ses calculs, elle se disait qu'il fallait encore un peu de temps, encore un peu d'argent sur son compte, et qu'ensuite, elle pourrait disparaître. 2 mois après ma découverte de ce fameux jeudi, Marine a même proposé de renouveler nos vœux de mariage. Nous étions assis dans la cuisine, en train de boire du vin, et elle a pris ma main. Elle m'a dit qu'elle savait que les choses avaient été difficiles entre nous, mais qu'elle voulait que nous repartions à zéro, et que nous pourrions peut-être organiser une cérémonie l'année prochaine. J'ai plongé mon regard dans ses yeux menteurs, et j'ai souri, en lui disant que bien sûr, mon cœur, ce serait merveilleux. J'ai levé mon verre à nous, et à notre avenir. Elle a trinqué avec moi, sans se douter que, 3 semaines plus tard, son monde volerait en éclats. Elle ignorait que chacune de ses paroles, chacun de ses mensonges, et chaque euro volé était déjà consigné et documenté, et que la corde qu'elle avait elle-même tressée était déjà prête à se resserrer autour de son cou. J'ai terminé mon verre de vin, en me disant que la vengeance était un art, et que j'étais prêt à dévoiler mon chef-d'œuvre. J'ai choisi un vendredi, et ce n'était pas par hasard. C'est précisément le vendredi que tous les collègues de Marine se réunissaient au bureau, pour leur réunion hebdomadaire. Je voulais qu'elle ait un public, pour que sa chute soit publique, humiliante, et inoubliable. À 9 h du matin, un coursier est entré dans la salle de conférence de leur entreprise, où se trouvaient 20 personnes, dont son propre patron. Il s'est dirigé droit vers Marine, et lui a remis une enveloppe, épaisse, officielle, et portant le sceau du cabinet d'avocat. J'imaginais très bien son visage se décomposer, au moment où elle l'ouvrirait avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait une requête en divorce, suivie immédiatement d'une plainte pour dommages et intérêts, pour escroquerie, et pour le vol des 83 000 €. Il y avait 112 pages de documents, où chaque virement était prouvé, chaque mensonge était détaillé, avec les relevés bancaires, les impressions de ses messages, et les photos de son appartement secret. Et, sur la toute dernière page, figuraient des captures d'écran de cette fameuse vidéo, montrant notre chambre, elle, et les 2 hommes. Le détective était garé dans sa voiture, juste en face du bureau, et filmait la scène. Il m'a raconté plus tard que Marine était sortie en courant du bâtiment, un quart d'heure plus tard, blanche comme un linge, avec du mascara qui coulait sur ses joues. Ses collègues regardaient par les fenêtres, car les rumeurs se propagent très vite, surtout quand elles sont aussi croustillantes. Son avocat a appelé le mien 40 minutes plus tard. J'ai écouté la conversation sur haut-parleur, confortablement installé dans le bureau de Maître Laurent. La voix à l'autre bout du fil était paniquée, affirmant que son client ne pouvait pas faire cela, que c'était du chantage, et que c'était totalement illégal. Mon avocat a souri, en s'adossant à son fauteuil, et a répliqué que tout était parfaitement légal, que chaque document était certifié, et que chaque preuve avait été obtenue dans le strict respect de la loi. Il a ajouté qu'ils avaient 2 options, soit ils allaient au tribunal, et sa cliente ferait face à des poursuites pénales pour escroquerie et vol, soit ils trouvaient un accord à l'amiable.
il y a eu un silence, puis l'avocat a demandé ce que nous voulions. J'ai pris le combiné moi-même, et j'ai dit que je voulais tout. Je voulais l'appartement à mon nom, la voiture, et toutes nos économies communes. J'ai exigé qu'elle rende les 83 000 € volés sur mes comptes, dans leur intégralité, jusqu'au dernier centime, et qu'elle signe une renonciation à toute réclamation sur mes biens, présents et futurs. Il s'est exclamé que c'était du vol. J'ai souri, et j'ai répondu que non, c'était simplement la justice. Je leur ai laissé 24 heures pour réfléchir, en précisant que passé ce délai, les documents partiraient directement à la police et au procureur. Marine a essayé de m'appeler 17 fois ce jour-là, mais je n'ai pas décroché. Ensuite, les messages ont commencé à arriver. D'abord, il y a eu des messages furieux, disant que je ne pouvais pas faire ça, que tout était faux, et que je détruisais sa vie. Puis, les messages sont devenus pitoyables, me suppliant de parler, me disant qu'elle pouvait tout expliquer, et que c'était une erreur. Enfin, il y a eu les messages désespérés, affirmant qu'elle m'aimait, me demandant pardon, et promettant de rendre tout l'argent, si seulement je renonçais à mon plan. J'ai sauvegardé chacun de ces messages, car chacun d'eux était une preuve de sa culpabilité, et la preuve qu'elle avait conscience de ses actes. Le soir, elle est venue devant chez nous, elle est restée sous les fenêtres, et a sonné à l'interphone. Je la regardais depuis le balcon, en sirotant un verre de whisky, pendant qu'elle hurlait des choses, et agitait les bras dans tous les sens. Les voisins commençaient à sortir sur leur balcon, et finalement, la police est arrivée, et ils l'ont emmenée. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé la vidéo à Victor, cette fameuse vidéo de 30 secondes, accompagnée d'un court message, lui disant que je pensais qu'il devait savoir avec qui il envisageait de faire sa vie. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard, me remerciant pour l'information, et ajoutant que cela expliquait beaucoup de choses. J'ai envoyé exactement la même chose à Denis, mais il n'a même pas pris la peine de répondre, il a tout simplement bloqué Marine de partout. 1 semaine plus tard, nous nous sommes retrouvés dans le bureau de l'avocat, pour la signature de l'accord. Marine avait une mine épouvantable, elle avait maigri, elle avait des cernes sous les yeux, et elle portait un vieux jean avec un pull déformé. Elle était incapable de me regarder dans les yeux. Son avocat a étalé les documents, et elle les a signés d'une main tremblante, page après page. L'appartement était à moi, la voiture était à moi, et les économies étaient à moi. Elle s'engageait à rembourser les 83 000 € dans un délai de 6 mois, depuis son compte secret. Dans le cas contraire, elle ferait face à des poursuites pénales, sans pension alimentaire, sans aucun droit sur mes biens, et le mariage serait immédiatement annulé, de manière unilatérale. Lorsqu'elle a signé le tout dernier document, je me suis penché vers elle, et je lui ai chuchoté à l'oreille que je savais tout depuis le début, depuis ce fameux jeudi. Je lui ai dit qu'à chaque fois qu'elle m'avait embrassé, et à chaque fois qu'elle m'avait dit qu'elle m'aimait, je savais, et je jouais à son propre jeu, mais en étant bien meilleur qu'elle. Elle a levé vers moi des yeux remplis de larmes et de terreur, elle a entrouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis redressé, j'ai pris ma copie des documents, et je suis sorti sans même me retourner. 2 semaines plus tard, Marine a déménagé. Elle est partie avec 2 valises, car c'était tout ce qu'elle était autorisée à prendre. Le reste m'appartenait, selon la loi et de plein droit. Elle est retournée vivre chez sa mère, dans le petit appartement de 3 pièces en banlieue où elle avait grandi. Sa carrière était réduite à néant, car l'histoire avait fait le tour de toutes les entreprises de la ville, et personne ne voulait embaucher une comptable accusée d'escroquerie. Elle a dû prendre un poste de caissière dans un supermarché, afin de pouvoir rembourser ses dettes envers moi. 6 mois se sont écoulés. J'ai entièrement refait la décoration de l'appartement. J'ai acheté de nouveaux meubles, j'ai choisi de nouvelles couleurs, et j'ai fait entrer une nouvelle énergie. Plus rien ne me rappelait le passé. J'ai rencontré Alice, un médecin qui travaille dans la clinique du quartier, une femme honnête, ouverte et authentique. Nous prenons notre temps, mais il y a entre nous quelque chose de simple, de léger et de juste. Parfois, il m'arrive de croiser Marine dans la rue. Généralement, elle porte son uniforme de supermarché, et elle se rend au travail ou en revient. Elle a vieilli, elle a l'air fatiguée, complètement brisée, et elle change de trottoir lorsqu'elle m'aperçoit. Elle ne me regarde jamais dans les yeux, et je ne la regarde pas non plus. Elle a tout simplement cessé d'exister pour moi. Mais parfois, tard le soir, quand la ville s'endort, je repense à toute cette histoire. Je repense à la façon dont 3 mois de patience, et de calcul froid, ont transformé sa propre trahison en sa propre condamnation.
La vengeance n'est pas une explosion de colère, ce n'est pas une bagarre, et ce ne sont pas des cris. La vengeance est une partie d'échecs, où l'on doit toujours avoir 15 coups d'avance sur son adversaire. Et cette partie, je l'ai gagnée avec un score écrasant. Marine voulait détruire ma vie, pour construire la sienne sur mes décombres. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée avec les ruines de son propre monde. Quant à moi, j'en ai tiré une leçon que je n'oublierai jamais. La confiance est un privilège, et non un droit acquis. Et lorsque cette confiance est trahie, il ne peut y avoir aucun pardon. Il ne reste que la justice, une justice froide, précise et impitoyable.